Merci, Monsieur le Président, honorable membre du jury, chers maîtres. L'interprétation de lorsque nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation est intitulée L'humérisme. Cette interprétation est destinée aux étudiants de la première année de médecine de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako qui ont des prérequis en introduction de l'anatomie générale et le cours théorique portant sur l'ossologie du membre thoracique. À la fin de cette interprétation, l'étudiant qui l'aura suivi devra être capable de définir l'humérus, d'orienter l'humérus, de décrire l'humérus, de citer les repères palpatoires de l'humérus et d'énumérer deux moyens d'exploration morphologique de l'humérus. Conformément au plan Afin d'atteindre ces objectifs, l'interprétation se déroulera selon le plan suivant. Après une introduction, nous traiterons successivement l'orientation, la description, les repères palpatoires de l'humérus. Avant de conclure, nous aborderons l'exploration et application. Donc, conformément au plan annoncé, commençons par définir l'humérus dans le premier sous-chapitre de l'introduction. L'humérus est l'os long du bras. C'est un os pair et symétrique, c'est-à-dire qu'on en trouve un humérus à gauche et un humérus à droite. L'humérus, comme nous avons dit, est un os long qui s'articule en haut avec la scapula et en bas avec le radius et l'ulna. L'humérus ainsi défini, son étude anatomique présente un intérêt qui va constituer le deuxième sous-chapitre de l'introduction. L'intérêt de l'étude anatomique de l'humérus est double. Tout d'abord, il est anatomique. En effet, l'utérus va permettre l'insertion à plusieurs muscles. Ensuite, l'intérêt est pathologique. L'humérus est le siège de plusieurs pathologies, notamment les fractures traumatiques. Ces considérations générales nous permettent d'aborder l'orientation de l'humérus. Afin d'orienter l'humérus, on oriente l'extrémité la plus arrondie vers le haut. La surface en dedans, la surface articulaire de cette extrémité, et en avant son sillon, son profond sillon, le sillon intertuberculaire. Donc en tenant compte de ces repères d'orientation, nous avons l'humérus droit. Ici, donc l'extrémité la plus arrondie est orientée vers le haut. La surface articulaire de cette extrémité est dirigée vers l'avant et son profond sillon vers en dedans. Donc la surface articulaire de cette extrémité est dirigée en dedans et son profond sillon en avant. Donc en tenant compte de ces repères, nous avons l'humérus droit. Donc après l'orientation de l'humérus, nous allons commencer la description proprement dite de l'humérus. L'humérus est un os long. Comme tout os long, l'humérus présente à décrire trois parties. L'extrémité supérieure ou l'épiphyse proximale, la diaphyse humérale et l'extrémité inférieure ou l'épiphyse distale. Commençons par décrire l'extrémité supérieure ou l'épiphyse proximale. L'extrémité supérieure présente trois saillies, la tête humérale, la grosse tubérosité et la petite tubérosité. La tête humérale est située à la partie supéro-interne. Elle est orientée vers le haut, en dedans et en arrière. Elle s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula qu'elle déborde largement, ce qui explique la possibilité de luxation ou la fréquence de luxation à ce niveau, notamment la luxation scapulo-humérale. La tête de l'humérus est limitée en dehors par une rainure circulaire ou le col anatomique qui la sépare
des deux autres saillies qui sont la grosse tubérosité et la petite tubérosité. À présent, décrivons la grosse tubérosité. La grosse tubérosité est encore appelée trochitère ou encore le tubercule majeur. Elle est située en dehors de la tête de l'humérus et présente sur son pourtour supérieur et postérieur 3 facettes d'insertion qui sont d'avant en arrière, la facette d'insertion du muscle supra-épineux, la facette d'insertion du muscle infra-épiné et la facette d'insertion du muscle petit rond. Après la grosse tubérosité, nous avons la petite tubérosité. La petite tubérosité ou trochien ou encore le tubercule minaire. La petite tubérosité est placée au-dessous et en avant de la tête de l'humérus. Elle sert d'insertion au tendon du muscle subscapulaire. Entre le tubercule minaire et le tubercule majeur se voit la gouttière bicipitale ou coulisse bicipitale ou encore le sillon intertuberculaire dont les lèvres donnent insertion en dehors au muscle grand pectoral, en dedans au muscle grand dorsal et au muscle grand rond. Dans cette coulisse descend la longue portion du biceps. Après la description de l'extrémité supérieure de l'humérus, nous allons à présent décrire la diaphyse humérale. La diaphyse humérale est séparée de l'extrémité supérieure par le col chirurgical qui est cravaté par le nerf circonflexe. La diaphyse humérale est cylindrique à sa partie supérieure et triangulaire à sa partie inférieure à la coupe. Elle présente à décrire 3 faces et 3 bords. Tout d'abord, intéressons-nous aux faces de la diaphyse humérale. La diaphyse humérale présente 3 faces. La face antéro-latérale, la face antéro-médiale ou la face médiale tout simplement, et la face postérieure. La face antéro-latérale à ce niveau est marquée à sa partie haute par le V deltoïdien. Vous voyez là, donc ce relief qui épouse la forme de la lettre V, le V deltoïdien, et à sa partie basse par les insertions du muscle brachial. La face antéro-médiale ou la face médiale présente à sa partie moyenne le trou nourricier surmonté de l'empreinte du muscle coraco-brachial, au-dessus de laquelle on note la partie inférieure de la coulisse bicipitale. À sa partie inférieure, le muscle brachial prend son origine sur une vaste zone. La face postérieure de la diaphyse humérale est traversée dans son tiers moyen par le sillon du nerf radial oblique en bas et en dehors et qui limite un champ supérieur d'insertion du chef latéral du triceps brachial, un champ inférieur d'insertion du chef médial du triceps brachial. Ces 3 faces sont délimitées par des bords que nous allons à présent décrire. Les bords de l'humérus sont au nombre de 3. Nous avons le bord antérieur, le bord médial et le bord latéral. Le bord antérieur se confond en haut avec la lèvre externe de la coulisse bicipitale.
à la partie moyenne avec le V deltoïdien avant de se bifurquer de part et d'autre de la fossette coronoïdienne. Le bord médial est mousse en haut et saillant en bas et permet d'insertion à la cloison intermusculaire. Le bord latéral est également mousse en haut et saillant à sa partie inférieure et donne également l'insertion aux cloisons intermusculaires. Sur le tiers moyen du bord latéral, s'insère le muscle brachio-radial et long extenseur radial du carpe. Après la description de la diaphyse, nous allons